Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la rencontre de Frédéric Lacaze. Chargé de mission handicap pour la ville de Toulouse et Toulouse Métropole, je lui ai posé de nombreuses questions afin d'en savoir plus sur le rôle du référent handicap. Nous avons discuté de l'importance de la sensibilisation des collectivités, des entreprises et des managers pour l'emploi des personnes en situation de handicap, des aménagements de postes possibles et d'environnements capacitants. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Frédéric Lacaze. Bonjour Frédéric Lacaze, merci d'avoir accepté mon invitation sur Pépin Podcast. Aujourd'hui, on va discuter ensemble du handicap et plus particulièrement du handicap en entreprise et surtout de votre métier de chargé de mission handicap à la direction des ressources humaines de Toulouse et de Toulouse Métropole. Alors j'aimerais pour commencer vous demander quelle est la différence entre Toulouse et Toulouse Métropole. Alors, la mairie de Toulouse, c'est la municipalité et Toulouse Métropole, c'est la métropole qui regroupe 37 communes, Toulouse, mais également Aussonne, Colomiers, Blagnac, Saint-Orens. Voilà, c'est 37 communes de l'agglomération toulousaine. C'est ce qu'on appelle un établissement public à coopération intercommunale. D'accord, merci pour ces petites précisions. Alors avant de poursuivre, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et nous expliquer en quoi le handicap vous touche particulièrement? Alors moi, je suis Frédéric Lacaze. J'ai commencé ma carrière à la mairie de Toulouse le 19 mars 2001. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis dans la collectivité. J'ai été sur plusieurs postes. Je suis un pur produit de la fonction publique territoriale. J'ai commencé ma carrière agent d'entretien. J'ai passé les concours et examens. Et en juin 2015, je suis depuis juin 2015 donc sur le poste de chargé de mission handicap. Bon, on va dire que c'est le hasard qui a mis cette mission entre mes mains, puisque étant moi-même en situation de handicap, je peux comprendre les besoins des agents en situation de handicap de la collectivité, et au vu de mon parcours, je peux comprendre les différents métiers qu'ils puissent exercer. Merci. Alors, afin d'encore mieux vous connaître, j'ai préparé quelques questions brise-glace. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre entre 1 et 5 ? 5, c'est le jour de ma naissance, on va dire, c'est un petit peu aussi mon porte-bonheur. Alors, la question 5, attention, c'est très philosophique, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux ? On va peut-être pas parler de bonheur au travail parce que je trouve ça assez abstrait, mais je vais dire ce qui me rend heureux, c'est l'utilité de mon métier. Je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais que mon métier a un sens et que je suis utile aux agentes et aux agents que j'accompagne au quotidien. Que ça soit au niveau du maintien à l'emploi, au niveau du recrutement, mais également au niveau de la formation, parce que les personnes ont besoin de mieux comprendre le handicap et surtout le handicap invisible. C'est toutes les actions qui sont mises dans l'éventail du métier de référent handicap. Est-ce qu'il vous arrive de rencontrer les autres chargés de mission handicap de d'autres villes de France ? Il y a plusieurs, on va dire, instances de travail. Dans déjà en Occitanie, il y a ce qu'on appelle le réseau Handipact. C'est la réunion des référents handicap des employeurs publics, puisque le FIP, créé par la loi du 11 février 2005, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, est l'organe collecteur des contributions, les fameux 6%, mais également les employeurs publics peuvent passer une convention triennale avec le FIP pour permettre de mettre en place toutes les actions que j'ai citées précédemment. Donc là, c'est le premier réseau qui permet de
de se réunir. Ensuite, le FIP a mis aussi en place le comité des usagers, qui est une instance nationale composée de 12 personnes en situation de handicap et 8 référents handicap de différentes collectivités et fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale. Donc, ça me permet de rencontrer également des collègues d'autres collectivités pour permettre d'échanger, de confronter nos pratiques. Et le but de cette instance, c'est d'améliorer les aides pour accompagner les personnes en situation de handicap. Ensuite, il y a un temps, j'avais le projet de créer une association de référents handicap, mais pour l'instant, le temps ne me l'a pas encore permis. Mais ça serait aussi un projet pour pouvoir confronter nos idées et que le rôle du référent handicap soit plus connu pour permettre justement aux personnes qui en auraient besoin de pouvoir le saisir dans leur entreprise ou entreprise privée ou publique. Oui, parce qu'en échangeant avec plusieurs personnes en situation de handicap, il y en a pas mal qui ont déménagé sur Toulouse pour bénéficier d'une meilleure accessibilité, d'aides supplémentaires par rapport à d'autres régions de France. Est-ce que, vous, au vu de votre expérience, comment se positionne Toulouse par rapport à d'autres métropoles ? Alors moi, je suis référent handicap auprès des agents ou futurs agents, mais je travaille également avec mes collègues du domaine handicap, accessibilité et vie sociale, qui eux sont plus l'aspect usager. Ensuite, c'est vrai qu'à Toulouse, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour permettre une meilleure accessibilité, qu'elle soit au niveau de la voirie, qu'elle soit au niveau des bâtiments. Ensuite, on va dire Paris ne s'est pas fait un jour, et moi, mon credo, c'est le handicap, c'est souvent la politique des petits pas. Vaut mieux avancer petit à petit, mais que faire des grands pas et qu'on devrait reculer par derrière. Donc, effectivement, Toulouse a eu aussi le label Destination pour tous décerné par le gouvernement. Donc voilà, c'est un travail en commun, que ça soit auprès des agents en interne, mais également auprès des usagers en externe. Et j'aimerais revenir sur le FIP. Pour que je comprenne, est-ce que le FIP, c'est bien l'équivalent de l'AGFIP pour les entreprises privées, en fait ? C'est ça, on peut dire que c'est son cousin germain de la fonction publique. Ok, la question suivante, c'était est-ce qu'il faut un diplôme pour faire référent handicap ? C'est une très bonne question. Pas obligatoirement, mais on va dire, moi je vais le conseiller, puisque moi en 2019, je l'ai passé. Moi j'ai passé le diplôme universitaire de référent handicap à l'université Paris-Est Créteil. Depuis 2020, je suis devenu formateur à ce DU pour pouvoir accompagner les étudiants qui souhaitent devenir ou qui ont envie d'avoir un aspect un peu plus théorique, une culture commune pour être référent handicap. Alors, parce que moi, j'ai considéré qu'il faut marcher sur ses deux jambes avec l'aspect pratico-pratique et l'aspect théorique. Par exemple, la différence entre l'intégration et l'inclusion, la posture professionnelle, connaître les différentes typologies de handicap, connaître le cadre réglementaire. On parlait du FIP, c'est quoi la différence entre l'AGFIP, le FIP, un accord d'entreprise, voilà, ce genre de choses. Donc moi, je conseille à ceux qui souhaitent, qui sont ou qui devraient être référents handicap, qui puissent se former. Il y a plusieurs DU ou diplômes qui peuvent être présentés dans plusieurs universités de France. Il y a un équivalent à Rennes, il y a un équivalent à Nice. Donc voilà, après, dans le cadre d'une convention avec le FIP ou avec la GFIP, ça peut être financé. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire une semaine type
dans votre rôle La semaine type, ça n'existe pas parce que il peut m'arriver le matin de faire ma to-do list et de ne rien faire de ce que j'ai prévu parce que tout bouge. Il suffit qu'il y ait une personne qui a besoin d'un renseignement. Voilà, moi je suis au service des agentes et des agents de la collectivité. Je suis là pour les aider. Donc voilà, après il y a des priorités. Voilà, l'accompagnement des personnes, à mon niveau, je le considère comme une priorité. Ensuite, il y a différentes missions. On va dire le référent handicap est un peu le couteau suisse. On peut passer de la construction d'une politique handicap, la mise en place d'actions de formation, ou de communication, qu'elle soit à l'interne et à l'externe pour faire connaître, comme on le fait aujourd'hui, le travail du référent handicap de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole. C'est accompagner les collègues en situation de reconversion professionnelle contrainte par leur état de santé. Voilà, il y a plein d'actions diverses et variées qui fait la richesse du métier. Je peux vous dire que mes journées sont bien remplies et que j'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer. Oui, c'est ce que je vois. D'après votre expérience, quelles sont les difficultés principales que rencontrent les personnes en situation de handicap pour accéder à l'emploi ? Alors, je vais dire la principale difficulté, c'est est-ce que je parle de ma RQTH ou est-ce que j'en parle pas? C'est l'éternelle question. Chaque fois que je rencontre auprès de Cap Emploi ou de forums auxquels je participe, on va dire c'est la difficulté que ces personnes peuvent rencontrer parce que moi je dirais que c'est important d'en parler au niveau du recrutement pour éviter que la situation s'enquiste au niveau du manager ou de l'équipe. Voilà, plus vite on parlera de handicap au sein de l'équipe, mieux ça sera. Alors après, on peut faire de la sensibilisation de l'équipe, de la formation, surtout quand il s'agit de handicap invisible pour que tout le monde comprenne. Ensuite, là, moi, je me rends compte année après année qu'il y a moins de difficultés de recrutement parce que on a sensibilisé les collègues qui participent au jury de recrutement, on a sensibilisé également les collègues qui gèrent la partie administrative du dossier de recrutement. Voilà, donc ensuite on a aussi les personnes qui ne parlent pas forcément de RQTH au niveau du recrutement, mais au vu du travail de communication et de sensibilisation qui est fait en interne, dans la première année, ils déclarent leur RQTH parce qu'ils en comprennent l'utilité pour l'aménagement de poste ou autre. Et justement, au niveau des aménagements de poste, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de possibilités ? Il y a différentes possibilités. Ça peut être organisationnel, par exemple des pauses régulières pour quelqu'un qui serait éventuellement diabétique, pour qu'il puisse suivre son traitement. Ça peut être une préconisation technique, par exemple un siège ergonomique, un bureau réglable en hauteur pour certains handicaps, on va dire physiques. Ça peut être un bureau individuel pour une problématique psychique ou cognitive. Ça peut être un accompagnement humain pour certaines typologies de handicap. Dans la collectivité, on a des personnes autistes ou des personnes trisomiques. On a également. Donc, pour accompagner au quotidien ou faire de la régulation, on peut mettre en place un accompagnement humain. Voilà, c'est le genre d'accompagnement. Par exemple, on peut aussi mettre en place du transport domicile-travail, on va dire pour des handicaps peut-être un peu plus temporaires. Voilà le genre d'aménagement qu'on peut mettre en place en lien, bien entendu, avec le médecin du travail qui va pouvoir faire le lien entre l'aspect médical et les besoins en compensation qu'on peut mettre en place pour l'agent ou l'agent.
Et par rapport à toutes ces solutions que vous proposez, vous avez les moyens de les mettre en place relativement rapidement ou c'est des choses qui mettent parfois un peu de temps ? On essaie, après tout dépend les aménagements. Après, il y a des aménagements qui vont demander peut-être une étude de poste, d'affiner, on va dire, le besoin en compensation. Et d'autres aménagements, on essaie, voilà, c'est un peu les actions à venir, de réduire les délais d'aménagement parce qu'on sait que plus vite la personne en situation de handicap aura son aménagement, mieux ça sera compensé et elle pourra mettre en exergue ses compétences. Donc j'ai bien compris que vous accompagnez au quotidien les agents de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, mais vous êtes aussi en lien avec beaucoup d'entreprises. Est-ce que vous trouvez que les entreprises, aujourd'hui, elles jouent le jeu du recrutement de personnes en situation de handicap ? Disons que le cadre réglementaire permet de mettre en place plein d'actions pour essayer d'arriver aux 6% de personnes en situation de handicap. Ensuite, bien entendu, il y a des entreprises qui jouent le jeu et il y a d'autres entreprises qui vont préférer payer la contribution que mettre en place une politique handicap. Ensuite, c'est chacun à notre niveau, tel le colibri de Monsieur Rabi. Voilà, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice pour que, à terme, l'inclusion soit dans les faits, ne soit pas qu'un vain mot. Et selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux entreprises pour les encourager à embaucher plus de personnes en situation de handicap ? Déjà, les sensibiliser, leur montrer qu'au-delà du handicap, il y a des compétences, puisque nous, à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, on recrute sur la base des compétences. Ensuite, on met en place, bien entendu, tous les moyens de compensation, mais voilà, la personne en situation de handicap a des compétences. Voilà, il y a tout un niveau d'études qui a été fait. On a dans la collectivité des jardiniers, des agents administratifs, de tout. On a plus de 200 métiers et on a même l'adjoint au directeur général des services qui est lui-même en situation de handicap. Donc ça va du bas de l'échelle jusqu'en haut de la hiérarchie de nos organisations. Il y a des postes à pourvoir. Il y a toujours des postes à pourvoir. Oui, il y a toujours des postes à pourvoir. Après, les personnes qui souhaitent candidater, elles se rendent sur le site toulouse.fr. Il y a un onglet recrutement. Voilà, si elles ont les compétences pour exercer les métiers que nous avons, je les encourage fortement à candidater et à faire part de leur handicap, puisque nous sommes des employeurs handi-accueillants et on accueille tout au long de l'année voilà, des personnes en situation de handicap. On accueille aussi des apprentis en situation de handicap, donc s'il y a des jeunes ou des moins jeunes, puisque avec une RQTH, il n'y a pas de limite d'âge pour l'alternance. Voilà, il y a aussi des postes d'apprentis. On a chaque année des apprentis en situation de handicap. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater au sein de nos organisations. Donc, je crois, si mes calculs sont bons, que ça fait 8 ans que vous avez le rôle de référent handicap. Je ne sais pas, je ne compte plus. Ok. Ça passe tellement vite, mais à peu ça près, fait un petit moment. Oui, ça fait... Est-ce que vous avez constaté une évolution des mentalités ? Oui, alors déjà dans nos organisations. Après, voilà, c'est tout le travail quotidien qui est mis en place. Moi, mais pas que, puisque on doit embarquer tout... on va dire les acteurs stratégiques, que ce soit au niveau du recrutement, de la formation, de la prévention, puisque aussi il faut mettre en place des actions de prévention pour éviter que nous créons à notre niveau du handicap. Donc voilà, après nous sommes une grosse machine de plus de 14 000 agents, donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps, mais oui, effectivement, à 8 ans, j'ai vu l'évolution, que ce soit au niveau de la formation, puisqu'on a mis en place un questionnaire où on peut se rendre compte que les gens, avant et après la formation, ils ont une meilleure perception du handicap. Voilà, après, on recrute
recrute de plus en plus d'agents parce que tout le monde, c'est aussi la preuve à l'usage. On a mis en place des actions avec une exposition photo où il y a eu également interview vidéo de collègues en situation de handicap qui ont expliqué qu'est-ce que la RQTH a pu leur amener. Ça permet aux autres de pouvoir s'identifier en disant si ça marchait pour elle ou lui, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. Après, c'est un travail de longue haleine de tous les instants, mais effectivement, à 8 ans, j'ai vu l'évolution positive que ça a pu avoir. Donc j'ai vu que sur LinkedIn, vous étiez membre du comité des usagers du FIP, Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. J'aimerais savoir un peu plus quel est votre rôle au sein de ce comité, à quoi ça consiste, même si vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Le rôle du comité des usagers, c'est de mettre en adéquation les besoins du terrain pour les personnes en situation de handicap et pour les référents handicap. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc ce comité est composé de 12 personnes en situation de handicap et de 8 référents handicap, de tous les territoires de France, mais également d'outre-mer. C'est pas que de la France métropolitaine. La Réunion y est, la Guadeloupe y est également. Il y a l'Est de la France, il y a la Bretagne, la Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État et également la fonction publique hospitalière. Donc, on essaie de réfléchir à comment améliorer les aménagements de postes. Donc là, on est en train de travailler comment améliorer l'évolution de carrière, parce que le recrutement, c'est bien, mais bon, après, il faut que les personnes en situation de handicap, comme les autres collègues, puissent évoluer dans leur carrière. Donc voilà, c'est ce genre de travail que nous faisons et qui a une utilité, je pense, pour toutes et tous. D'accord. Et maintenant, je vais poser des questions un peu plus personnelles au niveau de votre expérience professionnelle. Quel est votre meilleur souvenir ? Il y en a plein, il n'y en aura pas un, mais bon, si je devais citer un exemple, je peux me rendre compte, je peux suivre une personne du recrutement et voir l'évolution de carrière qu'elle peut avoir, que je continue après d'accompagner. Par exemple, il y a un exemple au CER municipal d'un recrutement d'une personne autiste, mais avec des compétences de jardinier et horticole, qui a été recruté, où les collègues avaient du mal à comprendre. Et voilà, le recrutement s'est fait en 2019. Donc là, on est en 2023. Moi, quand j'y vais... 2024. Oui, maintenant 2024, c'est vrai. Et on va profiter de souhaiter la bonne année. La bonne année à tous les auditrices et auditeurs. Donc oui, nous sommes bien en 2024. Donc voilà, je peux me rendre compte de l'évolution. Et maintenant, quand je vais rencontrer cet agent, je ne vois plus du handicap, je vois des compétences. Et tellement bien que, étant donné que les personnes autistes ont un centre d'intérêt, donc lui, c'est les insectes. Donc avec une collègue, il participe au recensement des papillons au CER municipal. Donc la responsable des CER s'appuie sur les compétences des uns et des autres et a pu créer sans le vouloir, puisque elle n'est pas consciente de ce qu'elle met en place au quotidien, mais c'est très bien et c'est ce qu'on appelle un environnement capacitant. Je pourrais également citer l'exemple de notre agent qui travaille au CER. Tous les vendredis à 8h, il fait de la sensibilisation en langue des signes sur le verbiage de horticole ou jardinier. C'est quoi un arrosoir? Comment on traduit en langue des signes un arrosoir? Comment on traduit une plante vivace? Comment on traduit une tondeuse? Voilà, ce genre d'exemple. Donc, on va dire, c'est 2 exemples de réussite. Alors après, là, je parle de réussite, mais parfois, il existe des échecs.
Et souvent, l'échec va venir parce que la personne n'aura pas parlé de son handicap au moment du recrutement et que au cours de son évolution de carrière, on va se rendre compte que peut-être la personne, j'ai un exemple en tête, la personne a des compétences mais pas forcément adaptées pour le poste dans lequel elle a été recrutée. Donc ça arrive, après on parle de réussite, mais il faut également souligner, même si me concernant c'est jamais facile d'être confronté à un échec, mais ça peut arriver parfois. C'est rare, mais ça peut arriver et il faut, par honnêteté intellectuelle, le souligner. Permet de rebondir. On peut ne pas forcément parler de son handicap et les managers peuvent quand même constater qu'on a des compétences ou qu'on n'en a pas sur tel ou tel domaine et réadapter et quand même adapter, handicap ou pas. Oui, mais il y a certains handicaps qui peuvent poser problème, par exemple pour une interaction sociale, pour par exemple quelqu'un qui serait dyspraxique, ça pourrait l'handicaper pour ses missions quotidiennes. Voilà, il y a des métiers auxquels la personne, même avec un aménagement de poste, ça va pas être conseillé. Alors nous, dans notre collectivité, étant donné qu'on a plus de 200 métiers, plus de 80 directions, on peut réussir à déplacer la personne dans un environnement plus sécure par rapport à sa typologie de handicap. Mais c'est pour ça que chaque fois que je communique en interne ou en externe, je dis, il est toujours bien de parler au plus tôt possible au moment du recrutement ou après de son handicap. Après, comme vous le dites, le handicap n'enlève pas les compétences. Nous, collectivité, en lien avec notre convention FIP, on peut mettre en place tous les aménagements de poste en lien avec les médecins. Parce qu'après, on parlait de sensibilisation. Nos médecins connaissent, on va dire, tous les aménagements qu'on peut mettre en place. Donc, ça a été aussi un travail de sensibilisation parce que c'est important à leur niveau qu'ils aient toutes les cartes en main. Donc, on peut mettre en place tout ça. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'environnement capacitant. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme ? Qu'est-ce que c'est, selon vous, un environnement capacitant ? Alors après, j'ai peut-être un peu survolé le sujet par rapport au CER municipal. Vous avez un groupe de personnes qui composent un collectif de travail et chacun a des points forts et des points faibles. Donc on redistribue le travail au sein de l'équipe en identifiant les points forts des uns et des autres. Par exemple, vous allez avoir... On imagine une préconisation, pas de port de charge de plus de 10 kg, mais vous allez pouvoir compenser cette préconisation par, si on reprend l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, vous avez un centre d'intérêt qui est les insectes. Le collègue, lui, il n'a pas forcément, donc on va s'appuyer sur ce point fort. C'est un échange de bons procédés pour que le collectif de travail puisse mettre en exergue, chacun à son niveau, ses compétences. Ça a l'air idéal quand on en parle, mais à mon avis, ça ne doit pas être si facile à mettre en place. Donc là, dans le cadre de notre prochain conventionnement avec le FIP, donc dans une convention FIP, il y a une fiche action qui s'appelle innovation. Donc là, étant donné que à mon niveau, j'ai identifié les serres municipales comme un environnement capacitant. On va mettre en place une étude au sein des serres pour pouvoir mettre en place une méthodologie, comment on peut mettre en place un environnement capacitant, pour ensuite pouvoir le déployer dans d'autres collectifs de travail de nos collectivités. Hyper intéressant. On arrive presque aux questions de la fin, mais avant, j'aurais une petite question sur... vous faites partie des acteurs du handicap et j'aimerais savoir quelle croyance ou le genre de phrase que vous entendez qui vous agace au sujet des personnes en situation de handicap. Celle qui m'agace le plus et que j'entends parfois, c'est des bras cassés.
Ben non. Si je reprends les exemples, la multitude d'exemples que j'ai, ben non. Voilà, si je reprends l'exemple des serres municipales, ben le collègue maintenant habite un appartement seul. Il a passé son CACES. On a aussi d'autres exemples de personnes qui ont été en apprentissage et qui ont été recrutées à l'issue d'apprentissage. Donc, si c'était des bras cassés, comme j'entends parfois, ils ne seraient pas forcément là. Ou celui-là, c'est un tir au flamme. Peut-être pas, parce que il y a de la fatigabilité, il y a des handicaps peut-être cognitifs ou psychiques qui peuvent engendrer de la fatigabilité. Mais moi, parfois, il m'arrive d'aller au serre municipal où il y a de l'absentéisme, mais les collègues en situation de handicap que je connais, eux, ils sont présents. Donc après, voilà. Ça y est, on a mis le bazar là. Ouais, on a mis le bazar au serre municipal. Non, mais bon. Après, c'est comme dans d'autres collectifs. Après, voilà, la personne en situation de handicap essaie de démontrer qu'elle a des compétences et c'est comme pour d'autres personnes, mais elle mettra plus d'énergie pour démontrer alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Après, une fois que les personnes sont convaincues elles se rendent compte que le handicap, c'est pas une difficulté dans un collectif de travail. Après, il y a des prérequis, mettre en place une sensibilisation au handicap pour certaines typologies de handicap invisibles, par exemple l'autisme ou les troubles cognitifs et psychiques, où ça peut être plus compliqué. Donc après, il faut que les équipes de travail et les managers comprennent comment réorienter la forme de management pour accompagner au mieux ces personnes-là. Mais voilà, j'ai plein d'exemples où ça peut être compliqué au début et après, ça se passe bien. Et bon, vous l'avez un petit peu abordé. En quoi ça peut être un avantage ? Parce que là, on a parlé parfois des inconvénients ou des adaptations à mettre en place. Mais en quoi c'est un avantage dans un collectif de travail d'avoir des personnes en situation de handicap ? Après, au-delà du handicap, quand on recrute, il ne faut pas recruter, on va dire, le même profil que soi. Il faut recruter la richesse d'un collectif de travail. C'est une équipe diverse et variée, qu'elle soit composée d'hommes, de femmes, de parcours différents, éventuellement de couleurs de peau différentes. Après, on ne va pas rentrer dans l'orientation sexuelle parce que voilà. Oui, mais la diversité dans les grandes lignes. La diversité dans son ensemble est une richesse. Mais si on ne reste que dans le champ du handicap, les personnes en situation de handicap, elles auront peut-être une vision différente, mais comme je l'ai dit de nombreuses fois au cours de cet entretien, au-delà du handicap, il y a des compétences. Je pense que là, c'est rentré dans la tête de tout le monde. Bon, on arrive aux questions de la fin. Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un film ou une musique dont vous avez envie de nous parler ? Alors, j'ai plusieurs choses que j'ai découvertes dernièrement. Déjà, j'ai découvert Théo Curin, que je ne connaissais pas et que je me suis intéressé à son parcours. Et quand on parle de compétences, lui, de son handicap, il en a fait une force. Après, je conseillerais le livre de Virginie Delalande, première avocate sourde de naissance. Je conseillerais aussi la chanson d'Oshi, Fais-moi signe, qui parle de sa maladie et de son handicap. Donc voilà. Après, il y a tellement de personnes en situation de handicap qui donnent d'une certaine manière des leçons de vie, que ce soit cinéma, musique, livres, qu'il y a plein de choses. Après, étant donné que nous sommes en 2024, nous avons les Jeux olympiques et paralympiques où vous allez pouvoir vous rendre compte que il y a des hommes et des femmes en situation de handicap, mais qui font du sport comme n'importe quelle autre personne. Oui, et pour ceux qui ne connaissent pas encore Théo Curin, c'est un ancien athlète paralympique
quadri-amputé et qui maintenant relève des défis sportifs et qui est aussi acteur. Il a joué dans des séries, dans des films, il acteur, anime conférencier. des émissions. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Autre question, est-ce que vous avez une citation ou un mantra qui vous motive au quotidien ? Oui, question pertinente. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Le collectif avant tout. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que vous aimeriez aborder ? Si je devais conclure avec 2 chiffres qui sont quand même importants, il ne faut pas oublier que 80% des handicaps sont invisibles et que 85% des handicaps se déclarent au cours de la vie. Donc, personne n'est à l'abri du handicap. Et après, dernier chiffre, pour parler des maladies chroniques, parce que c'est un sujet d'actualité, à l'horizon 2025, donc c'est demain, on va dire, une personne sur 4 sera concernée de près ou de loin par la question. Ok, bon, c'est un peu effrayant là, tous ces chiffres. Mais tout ça pour dire qu'en fait tout le monde doit se sentir concerné. Oui, de près ou de loin. On est tous touchés par le handicap ou la maladie au cours de notre vie. Et pas que dans sa vie professionnelle. On peut personnelle. L'être personnelle, de près ou de loin. On peut être aussi aidant familial. Et après, quand on regarde les études, les aidants familiales sont de plus en plus jeunes. Donc il y a de près ou de loin, chacun et chacune sera dans sa vie concerné de l'école jusqu'à la retraite en passant par la vie privée. Voilà. Une raison de plus pour être tous tolérants et bienveillants et écouter Pépin Podcast, quoi. Voilà, on va dire ça. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui ? De tous les accompagnements mis en place au quotidien, de la politique handicap, de la collectivité, du soutien des élus et de la hiérarchie, de réussir à embarquer les collègues, on va dire, changer le regard sur le handicap. Donc ça, c'est votre fierté personnelle ? Personnel et professionnel. Bon, ok. Qu'est-ce que vous avez envie que l'on retienne de votre témoignage ? Qu'au-delà du handicap, il y a des compétences. Oh bah là, c'est matraqué là, c'est sûr. Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? De continuer mes missions, qui sont une vraie richesse de tous les instants. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci pour votre temps. Merci pour les invités que vous m'avez suggérés. Et à bientôt. Merci à vous pour l'invitation et à bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Frédéric Lacaze pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.